Bien, chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de ce libre journal et pour les incises musicales qu'elle compose spécialement pour ces émissions de géopolitique profonde. Vous pouvez la retrouver sur nini. Non, c'est même pas de point. Nini N2E vlam.com. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques en composant donc le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie. Patrice vous y attend, qui nous transmettra vos appels, tout comme vos courriels électroniques. En seconde partie d'émission, après la chronique financière d'Arnaud Biéguin en direct, vous savez, notre analyste financier, eh bien, nous recevrons le général Jean-Bernard Pinatel, ancien militaire et chef d'entreprise, ainsi que l'essayiste et géopolitologue François Martin, cofondateur de la revue Le Nouveau Conservateur et du cercle Le Terriat, auteur, entre autres, d'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, question du jour. S'il fallait mourir pour l'Ukraine, vous en diriez quoi, chers auditeurs ? Sans plus attendre, eh bien, voici venue l'heure de votre revue de presse de la fin des temps. Nicolas, café, croissant, c'est la fin des temps, mais on se soigne tout de même. Bon, on se soigne surtout, Lara. J'aime pas spécialement cela, mais je finirai bien ma journée ce soir avec les bobos au whisky glace, histoire de voir s'ils sont prêts à mourir pour Odessa et pourquoi pas le Donbass avec leur cher président Macron, tiens. Allez, on se remet la chanson d'Alain Chamfort, malheureusement escamotée la dernière fois, pour se mettre dans le bain. Pas dans la Seine, elle n'est pas praticable, toujours pas. Musique, Virginie. Guerre en Ukraine, la Russie grignote du territoire à l'est, où la situation sur le front s'est aggravée. Le rouleau compresseur russe poursuit sa progression dans l'est de l'Ukraine. La Russie attaque activement tout le long de la ligne de front et remporte des succès tactiques dans de nombreux secteurs. Lundi, le ministre russe de la Défense a revendiqué dans un communiqué avoir libéré Simeonovka au nord-ouest d'Avdiivka. La situation la plus difficile se situe dans la zone de Pokrovsk et de Kurakhove, également dans l'oblast de Donetsk à l'est du pays. Au nord de ces deux localités, la situation est également critique à Kramatorsk, principale ville de Donbass encore sous contrôle ukrainien. Cette ville industrielle est un indispensable nœud ferroviaire et logistique de Kiev. Avant de l'atteindre, les troupes russes sont à l'offensive pour prendre la ville de Tcherssov Yar, verrou défensif ukrainien situé à 200 mètres d'altitude. La conquête de cette localité industrielle traversée par un canal, un avantage pour les défenseurs, permettrait à la Russie de s'engager dans la région orientale de l'Ukraine. On rappelle que l'armée de Vladimir Poutine vise depuis longtemps s'emparer de 4 grandes villes qui forment une ceinture de forteresses dans l'oblast de Donetsk, Slaviansk, Kramatorsk, Drizhivka et Konstantinovka. Dans d'autres oblasts, Kherson, Zaporozhye, la pression russe se fait aussi plus forte. Les Ukrainiens craignent pour leur part une offensive russe massive fin mai, début juin. L'Occident commence alors à craindre un effondrement du front ukrainien aux conséquences redoutables, un sujet sur lequel nous reviendrons avec nos invités en seconde partie. Et quand ça sent le pâté, c'est qui qui repointe le bout de son nez? C'est Macron. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler dessus. Et qui dit le Micron comme connerie? Il recommence. Après avoir provoqué une controverse au sein du camp occidental en février dernier, il remet sur la table la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Et dans les colonnes de The Economist du 2 mai, Macron précise que cette option est valable seulement si et seulement si, les Russes devaient aller percer les lignes de front et s'il y avait une demande ukrainienne. Alors faudrait-il se poser sérieusement la question, dit-il. C'est toujours le même délire et l'inversion accusatoire. Je le cite, comme je l'ai dit, je n'exclus rien, parce que nous avons face à nous quelqu'un qui n'exclut rien, a-t-il affirmé en faisant référence à son obsession Poutine. Nous avons sans doute été trop hésitants en formulant les limites de notre action à quelqu'un qui n'en a plus et qui est l'agresseur, a-t-il poursuivi. Il s'agite et agite l'épouvantail à moineaux. J'ai un objectif stratégique clair. La Russie ne peut pas gagner en Ukraine. Si la Russie gagne en Ukraine, nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut prétendre que la Russie va s'arrêter là? Quelle sécurité pour les autres pays avoisinants, la Moldavie, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie et tant d'autres? Et derrière, quelle crédibilité
pour les Européens qui auraient dépensé des milliards, qui auraient dit que c'est la survie du continent qui se jouait là, et qui ne seraient pas donné les moyens de stopper la Russie. Donc oui, nous ne devons rien exclure, a-t-il insisté. Oh, toujours cette référence lunaire à l'ambiguïté stratégique chez Macron. Qui signifie quoi, soit dit en passant ? Justement, on n'en sait rien. L'ambiguïté sur l'ambiguïté. Ce type est tellement dingue que je crains qu'il soit prêt à envoyer des troupes en Ukraine en brandissant le bouclier nucléaire au cas où il deviendrait la cible des tirs russes, ce qui d'ailleurs est relativement logique sur un champ de bataille. Il est prêt selon moi à mettre le monde, en tous les cas la France, au bord du précipice. Et pourquoi donc ? C'est un risque considérable pour si peu de choses quand on essaie d'atterrir et de remettre les pieds sur terre. Où est l'enjeu existentiel pour les Européens, pour les Français ? Il le dit en creux dans ses délires. Si vous remplacez les Européens par oligarchie mondialiste, eh bien sa dernière phrase, vous avez tout compris. Oligarchie mondialiste, ou moi je préfère encore oligarchie cosmopolite. Je le cite avec la petite correction. Quelle crédibilité pour l'oligarchie cosmopolite, les Européens, qui aurait dépensé des milliards, qui aurait dit que c'est la survie du continent qui se jouait là, et qui ne se serait pas donné les moyens de stopper la Russie. Donc oui, nous ne devons rien exclure. Ce sont nos gouvernements qui en fait ne peuvent rien exclure, car ils ont conscience que c'est de leur crédibilité, de leur pouvoir qu'il est question, et ils sont prêts à tout pour le conserver, prêts même au pire, j'en suis convaincu depuis un bon moment. Nous demanderons en effet à nos invités du Grand Angle en seconde partie leur opinion et analyse sur le sujet. Pourtant, la Russie a réagi hier au propos de Macron. La France, en la personne du chef de l'État français, continue à évoquer en permanence la possibilité de son engagement direct sur le terrain dans le conflit autour de l'Ukraine. C'est une tendance très dangereuse, a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Le ministre hongrois des Affaires étrangères s'est inquiété lui aussi publiquement qu'Emmanuel Macron assume de nouveau la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine. Il juge ces déclarations menaçantes. Si des soldats européens ou américains posent le pied sur le sol ukrainien, cela signifie que nous avons franchi une ligne rouge au sein de l'OTAN, avertit le chef de la diplomatie hongroise. Si un État membre de l'OTAN envoie des soldats en Ukraine, cela signifie qu'il y aura une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie. Cela signifie une troisième guerre mondiale, insiste-t-il au cours de cet entretien enregistré jeudi. Le ministre s'inquiète également de l'utilisation possible d'armes nucléaires dans le conflit ukrainien. Votre président a parlé d'installer des capacités nucléaires en Europe. Certains de nos voisins ont demandé aux Américains d'installer des armes nucléaires sur leur territoire, souligne le ministre. Nous savons très bien que si une partie ou une autre décide d'utiliser une arme nucléaire, ce sera la fin du monde. Oula, moi je ne vais pas me contenter d'un whisky glace, avec les bobos ou au train on va les choses. J'ai commencé à déboucher mes meilleures bouteilles de vin pendant qu'il est encore temps. À moi, Romain Desconti, Pétrus, Clos Vougeot. On pourrait aussi imaginer que Macron agit en service commandé de Biden, des néoconservateurs qui sont aux manettes aux USA. Imaginez que le front ukrainien cède avant la présidentielle américaine. Il aurait l'air de quoi, le candidat démocrate, après un pareil camouflet ? On voit un narratif très inquiétant se mettre en place, je trouve. Et comme d'habitude, ce sont des Américains à l'OTAN qui sont à la manœuvre pour attiser le conflit. Ainsi, les États-Unis ont accusé mercredi la Russie d'utiliser le chloropépicine comme arme chimique contre les soldats ukrainiens. Interdit par la Convention internationale sur les armes chimiques, ce composé est un puissant irritant qui peut être mortel à forte dose. C'est un peu plus costaud que les lacrymos utilisés sur les gilets jaunes, mais l'idée est la même. On l'utilisait déjà en 14-18, mais ce n'était un hors-d'œuvre par rapport au gaz moutarde. Oui, parce qu'on utilisait d'abord ce gaz irritant pour que les soldats retirent leur masque, oui. Et ensuite on leur collait un coup de gaz moutarde, le cas était réglé. Alors la Russie nie évidemment à utiliser ce type d'armes. Moscou a signé la Convention sur l'interdiction des armes chimiques en 1997 et a toujours affirmé avoir éliminé son stock d'armes chimiques. Les Américains n'apportent pour leur part et pour l'instant aucune preuve factuelle, mais on connaît l'imagination débordante de l'oncle Sam en la matière, depuis le mensonge de Colin Powell devant l'ONU pour justifier l'agression contre l'Irak de Saddam Hussein. Les Américains avaient alors utilisé les services secrets italiens pour couvrir leurs méfaits, toujours aussi franc du collier le ricain. Et l'OTAN entre dans la danse. Dans un communiqué, l'Alliance dénonce les activités étatiques hostiles menées par la Russie sur le territoire des pays membres. Les pays visés, la Tchéquie, l'Estonie, l'Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et le Royaume-Uni. Et moi ? Ah, l'OTAN précise, il s'agit d'actes de... Et moi, qui dit Macron ? Ah. Alors
Même que les Russes, ils disent que ma femme, c'est un homme. Oh. Ah ouais alors, il n'y a pas qu'eux qui sont mis en cause par les Russes. L'OTAN précise, il s'agit d'actes de sabotage, d'actes de violence, d'activités cyber, de perturbations électroniques, de campagnes de désinformation et d'autres activités hybrides. Nous agirons individuellement et collectivement en réponse à ces agissements et nous continuerons de nous concerter étroitement, poursuit-il. Nous ferons en sorte que l'Alliance et les alliés soient préparés à assurer la dissuasion et la défense face aux activités ou attaques hybrides. Nous condamnons l'attitude de la Russie et nous appelons celle-ci à respecter ses obligations internationales, comme le font les alliés. Les agissements de la Russie ne nous dissuaderont pas de continuer à soutenir l'Ukraine, conclut l'OTAN. Alors Berlin s'est joint à ce concert de pleureuses en accusant vendredi 3 mai des hackers russes soutenus par Moscou d'une cyberattaque intolérable contre des membres du Parti social-démocrate allemand et averti qu'elle ne resterait pas sans conséquence. Aujourd'hui, nous pouvons dire sans ambiguïté que nous pouvons attribuer cette cyberattaque à un groupe appelé APT28, très précis, qui est dirigé par les services de renseignement de la Russie, a affirmé le ministre allemand des Affaires étrangères lors d'une conférence de presse en Australie. En d'autres termes... Annalena Baerbock, la petite fille de Nazi, faut le rappeler quand même. Ah, je ne savais pas. En d'autres termes, c'est une cyberattaque soutenue par la Russie contre l'Allemagne et c'est absolument intolérable et inacceptable, a-t-elle rajouté, promettant des conséquences. Avouez que c'est amusant. Ces mêmes Allemands qui ne savent toujours pas qui a bien pu saboter le Nord Stream et détruire leur industrie par la même occasion deviennent des détectives hors pair quand il s'agit d'attaques sur le web par la Russie. Il y en a fait une mise en tension par l'OTAN, par les Américains sur le théâtre européen, qui est de plus mauvais augure. Un narratif n'est-il pas en train de se mettre en place pour préparer les opinions à une guerre imminente ? Ce ne sont pas les dernières déclarations du ministre anglais des Affaires étrangères, David Cameron, qui vont nous convaincre du contraire. L'armée ukrainienne peut utiliser les armes que le Royaume-Uni fournit pour atteindre des cibles en territoire russe, estime le ministre des Affaires étrangères britannique, dans un entretien accordé jeudi à l'agence Reuters, au cours de sa visite à Kiev. L'Ukraine a ce droit. Alors que la Russie bombarde l'Ukraine, on peut comprendre que l'Ukraine ressente le besoin de se défendre, a-t-il déclaré. Ouais, les Russes bombardés par les armes des Occidentaux pourraient à leur tour ressentir le besoin de se défendre contre nous aussi, mon petit David. C'est un début d'escalade. Et oui, la guerre approche et il va falloir se préparer car cette fois-ci, ce ne sera plus l'Ukraine, le proxy, mais les Européens et en premier lieu la France. Si la chair à canon manque en Ukraine, pourquoi ne pas envoyer les soldats européens, les légionnaires français ? Et ensuite, si les Américains n'envisagent pas d'offrir leur pays, leur ville en holocauste, vous savez, ce clown... Pour sauver ce clown de Zelensky et la bande de corrompus qui l'entourent, pourquoi pas quelques villes européennes, françaises en particulier, pour en finir aussi, par la même occasion, une bonne fois pour toutes, avec l'ami français. Avec la bénédiction de Macron, bien entendu, qui s'y voit déjà président martyr d'un pays détruit, porté au nu par une Europe reconnaissante. Le cynisme de Macron n'a aucune limite. Il dansera sur nos tombes si cela peut lui servir. Il est coutumier du fait. Le 6 juin... Ce guignol s'apprête à accueillir le monde occidental sur les plages de Normandie pour le 80e anniversaire du débarquement. Anniversaire dont le général de Gaulle n'avait jamais voulu entendre parler. Il savait combien ce débarquement marquait le début de la colonisation de l'Europe et donc de la France par les Américains. Je pense qu'il est utile aujourd'hui de le rappeler. Macron ne pourrait-il pas être tenté de jouer aussi la tension car il est en difficulté sur le terrain électoral en France. Sa candidate Valérie Ayé semble en perdition face à Jordan Bardella et le RN. Le résultat du 9 mai pourrait être mortel pour Macron et ses espoirs justement de grande d'Europe. Alors encore une fois, nos analystes en deuxième partie du Grand Angle, on est là jusqu'à 10h30, chers auditeurs, reviendront sur toutes ces questions. C'est une hypothèse, Lara, ce que vous dites, même si à mon avis, elle ne peut tout expliquer. Ces redonmontades de Macron contre les nationalistes brexiteurs sont ridicules. Emmanuel Macron a mis ainsi en garde contre la montée des nationalistes en Europe à 5 semaines des élections européennes, estimant qu'ils étaient tous des brexiteurs cachés qui prennent le continent en otage avec un même discours de mensonge. Le Rassemblement national voulait sortir de l'Europe, de l'euro, de tout. Maintenant, il ne dit plus rien. Il tire les dividendes de l'Europe en voulant la détruire sans rien dire, a déclaré le président français, toujours à The Economist à propos de ce parti français. Il continue à insulter les Français de l'étranger, c'est une habitude du personnage. Mais le plus drôle est la comparaison qu'il a donnée ensuite et qui lui ressemble tellement. En quelque sorte, dit-il, c'est comme si l'on était en train de dire « ce n'est pas grave de confier la banque à des braqueurs ».
Si vous confiez les clés à des gens qui pensent comme eux, il n'y a aucune raison que l'Europe devienne une grande puissance. Vous voyez tout de suite la comparaison avec les banques. C'est fou, ça, c'est toujours un banquier de chez Rothschild. Mais ce qui est moins drôle, c'est qu'il a toujours cette même lubie de vouloir partager la défense nucléaire française avec l'ensemble de l'Union européenne. Dans des entretiens publiés samedi soir par des journaux régionaux du groupe EBRA, le chef de l'État a annoncé souhaiter ouvrir le débat d'une défense européenne comprenant l'arme nucléaire. Je suis pour ouvrir ce débat qui doit donc inclure la défense antimissile, des tirs d'armes de longue portée, de l'arme nucléaire pour ceux qui ne l'ont ou qui disposent sur leur sol de l'arme nucléaire américaine. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement de manière crédible. Il a même ajouté la doctrine française et qu'on peut l'utiliser quand nos intérêts vitaux sont menacés. J'ai déjà dit qu'il y a une dimension européenne dans ces intérêts vitaux. À la Sorbonne, il avait été encore plus précis. La dissuasion nucléaire est en effet au cœur de la stratégie de défense française. Elle est donc par essence un élément incontournable de la défense du continent européen. Une Europe qui va jusqu'à Odessa, a-t-il dit à la Sorbonne. On voit à nouveau très bien où il veut en venir. Alors, l'eurodéputé RN Thierry Mariani a affirmé en réaction sur X que Macron est en train de devenir un danger national. Après l'arme nucléaire, suivra le siège permanent de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, qui sera lui aussi bradé à l'Union européenne. Ces propositions de Macron, chers auditeurs, sont une trahison criminelle. Ces propos sont irresponsables et il est consternant de voir que, à minima, pas un seul général ne pose son képi ou sa casquette. Nos grands chefs militaires ont-ils déjà oublié l'héritage légué par le général de Gaulle ? S'interroge par exemple le colonel Guillemin d'Henri Postelaïc. Les intérêts vitaux de la France ne sont pas ceux de nos partenaires. Et inversement, l'arme nucléaire a été une volonté du général de Gaulle pour assurer notre souveraineté, notre indépendance nationale et non pour protéger nos voisins européens. Notre propre sécurité fondée sur la dissuasion ne saurait se partager avec quiconque. En voulant partager notre arme nucléaire, ce qui reviendrait à partager la décision de l'engagement du feu nucléaire, Macron ne fait qu'affaiblir notre dissuasion et remet en cause sa doctrine d'emploi conçue dans un cadre strictement national afin de garantir nos seuls intérêts vitaux. Le colonel Guillemin conclut ainsi: je rappelle que l'Europe des 27 n'est qu'un attelage bancal où la plupart des pays n'ont pas les mêmes intérêts. Quand les Allemands entendent s'aborder notre nucléaire civil et préfèrent la protection du bouclier américain, quand ils choisissent d'acheter des F-35, véritables épaves volantes plutôt que nos Rafales, il est grotesque de mettre notre arme nucléaire dans la balance pour faire avancer une utopique Europe de la défense. Fermez les guillemets. En même temps, comme le dit Macron, une bonne guerre pourrait éviter la déconfiture qui nous attend au JO, vous avouerez Nicolas. Par exemple, 1,4 milliard d'euros, bassin de rétention à Austerlitz, collecteur de usées à Athis-Mons, nouveau branchement de réseau sanitaire d'appartements, péniches reliées au réseau d'assainissement, ont encore été distribués aux entreprises amies pour soi-disant rendre baignable et praticable la Seine pour les JO. Mais en réalité, personne n'y croit sérieusement. La preuve, Paris commence à revêtir ses habits olympiques, place de la Concorde, les gradins sont en train d'être montés pour que le public puisse assister aux compétitions de basket 3x3 et skateboard. Au Champ de Mars, qui accueillera le beach volley, le stade éphémère Tour Eiffel sort de terre, rien en revanche au pont Alexandre III. Pourtant, c'est de là que les athlètes doivent plonger dans la Seine pour disputer l'épreuve de natation ou du triathlon, ainsi que la course de 10 km en eau vive, rebaptisée natation marathon. On est sûr que ces compétitions se dérouleront dans la Seine ? S'interroge un passant étonné. Vous avez parlé quoi de le pont Alexandre III ? Lara ? Ah oui, encore un coup des Russes, Ça a tremblé, Bobo ! Depuis l'attribution des Jeux Olympiques à la Ville de Mière en 2017, les Parisiens n'ont jamais cru à la promesse d'organiser des épreuves dans le fleuve. Pas plus qu'à celle d'ouvrir dès l'été 2025 la baignade sur toutes 3 plages dans la capitale, près du pont de Grenelle, 15e arrondissement, Pont-Marie, 4e, et le contrebas du parc de Bercy, 12e. Le sondage effectué mi-2021 par l'IFOP résume le regard porté par les Français. Seuls 12% aimeraient se baigner dans la Seine, qui trouve polluée 14%. Et pourtant, on peut faire des longueurs dans le Danube à Vienne, dans la Spree à Berlin ou dans le Lima à Zurich.
Mais les analystes d'eau n'incitent pas à l'optimisme. Le taux de bactéries E. coli et entre coques sont beaucoup trop élevés pour permettre la baignade. Le risque, attraper une otite, une conjonctivite ou une gastro-entérite. Il faut vacciner tout ce beau monde à l'ARN messager, carnet de vaccination exigé pour la baignade. Puis de toute façon, si on ne peut pas se baigner, on incriminera le climat, encore trop de pluie cet été, encore une preuve du terrible réchauffement climatique de nature anthropique qui fout la chiasse. Enfin, Nicolas. On s'en fout de la scène. Les JO sont là pour faire passer tout un tas de messages cosmopolites, woke, gay-friendly. Le CIO s'en est donné à cœur joie avec les encouragements du gouvernement et de la mairie de Paris. La drag queen Mini Majesté a été... Mini Majesté, c'est drôle, hein, a été sélectionnée par la ville de Paris comme relayeuse de la flamme olympique. Une première et une occasion de faire passer un message d'amour et d'espoir, tout en ouvrant les esprits quant à la communauté LG. Alors il faudrait... j'en prends mon souffle. LGBTQIA+. Et on pourrait rajouter encore. Mais qui a suscité une vague de haine sur les réseaux sociaux. La mairie de Paris a rappelé que toute injure publique de surcroît à caractère homophobe et transphobe constitue un délit. On encourage par son laxisme les voleurs à la tire, les pickpockets, les agressions sexuelles de rue en tout genre, souvent impunies, mais on se montre impitoyable sur la transphobie. J'espère qu'on aura aussi un jour l'occasion d'évaluer la corruption de nos édiles. Il ne sera pas qualifié de délit à ce moment-là, mais de crime et de haute trahison, avec la peine qui va avec. Moi je dis bien la peine, hein, pas de pluriel nécessaire pour cette engeance. Lucio fait preuve d'une imagination débordante pour ses JO de la décadence à Paris, ville ténèbres. La tribune de l'art relève d'ailleurs un Paris défiguré par les JO, en tout cas ce qui concerne le reste. Pendant que le patrimoine s'efface, des grosses verrues surgissent ici et là, œuvres contemporaines monumentales et bariolées, semées dans la cité, tellement agressives pour les yeux que les ophtalmologues doivent être paradoxalement sur les dents. Dans la perspective de la Concorde, désormais invisible, ce paravent 6 Vénus de Milo sur les marches du Palais Bourbon, rouge, jaune, violette, immense, criarde, dotée miraculeusement de bras pour tenir un arc, un javelot, une planche de surf ou bien encore des gants de boxe. Ailleurs, la façade de l'hôtel de ville est habillée d'une parure de carton consternante, censée servir le repère visuel. Le coût exorbitant de ce décor laisse penser que la mairie a plutôt perdu tout bon sens commun. Place de la Bourse, devant le palais Brognard, on a pu admirer d'autres statues monumentales d'un bel orange vif cette fois-ci, qui représentent des sportifs célèbres tels que Kylian Mbappé ou Victor Wembanyama. Vous avez l'air de le connaître en plus celui-là, vous ne savez pas le prononcer son nom. Tous sont sponsorisés par Nike. On a la joie de porter ses chaussures à l'air comprimé de la marque. S'agit-il alors d'une œuvre d'art aussi vilaine que les autres, ou d'une publicité géante installée dans l'espace public? Et pendant qu'on empêche Russes et Biélorusses de concourir sous leur bannière, qu'on refuse les bénévoles de ces nationalités, plus maltraités que pourraient l'être des terroristes comme Hitler, n'aurait jamais osé le faire en 1936 pour les JO de Berlin. Moi je vous le dis, ce qui se passe aujourd'hui est gros de l'Holocauste demain. Eh bien, on compose une équipe de 36 réfugiés pour les JO, qui nous avait... Oui, vous avez bien entendu. Ils seront 36 à représenter les plus de 100 millions de personnes réfugiées ou déplacées à travers le monde. Au-delà de la performance sportive, un membre du CIO, ancien coureur du 800 mètres, originaire du Soudan du Sud, croit au rôle social de l'équipe. J'aimerais que les gens comprennent le concept de réfugiés. Ils pensent que ce sont des personnes violentes, issues de pays ravagés par la guerre. Ce n'est pas vrai. Chacun a son vécu, son histoire. Certains d'entre eux trouvent... grâce au sport, trouvent leur chez eux, décidément j'ai du mal aujourd'hui, trouvent leur chez eux grâce au sport. Ce n'est pas le choix des réfugiés de quitter leur pays, mais ils ont le droit de s'en sortir. J'espère que cette équipe va monter une image positive, que les gens vont changer de mentalité, ces athlètes peuvent devenir une source d'inspiration pour les autres. Ils ont fui leur pays sans abandonner leurs rêves. Mais ce n'est pas le cas de l'Afghan de 15 ans qui a tué le jeune Matisse. Matou pour son papa, avec l'aide de sa mère afghane elle aussi, qui a continué à frapper la victime à terre, lardée de coups de couteau. C'était dans la rue, à Châteauroux. La presse bien pensante parle de bagarre de rue. La victime aurait proféré des injures racistes, crime inexpiable.
le père espère la justice pas trop laxiste. Il rejette tout amalgame avec la nationalité du meurtrier car Matou aimait tout le monde, même son assassin, je suppose. Voilà, c'est mal parti pour une justice pas trop laxiste. Matou, qui était LGBT+, ou l'Afghan d'extrême droite transphobe, je ne dis pas. Mais là, franchement, faut pas trop rêver. L'Afghan était bien connu des services de justice et de la police, identifié dans 2 procédures pénales, dont l'une ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits de vol aggravé avec violence. Pour ces faits, il avait été placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction le 22 avril, seule mesure de sûreté prévue par le Code de la justice pénale des mineurs, vu son âge, sans condamnation antérieure. Cette petite ordure avait été interpellée le week-end dernier après avoir mis un couteau sous la gorge d'un jeune homme pour lui voler son portable dans un parc de Châteauroux suite à un guet-apens tendu via un site internet, indique une source policière au Figaro. Ça, c'est l'actualité, les guet-apens sur internet. La justice avait alors décidé de le placer sous contrôle judiciaire avec une interdiction de porter une arme, toujours selon cette source. Le suspect, bien connu des services de police pour son attitude arrogante, avait également été interpellé en possession d'un couteau fin février, nous indique une autre source. Il avait là aussi été présenté à la justice, mais toujours en liberté. Merci la justice, il faut avoir confiance dans la justice de votre pays, vous dit-on enfin. Par contre, la justice reste impitoyable pour ceux qui ont l'outrecuidance de dénoncer la situation que vivent les Français et les Françaises dans leur propre pays. Des inscriptions dont le caractère raciste n'a finalement pas été retenu ont été découvertes dimanche matin sur le parcours du marathon d'Albi. Violeur étranger dehors. Le groupe Patria d'Albi l'a identifié sur son compte Instagram comme Paul, 20 ans. Il est interrogé dans le cadre d'une potentielle procédure pour injure publique en raison de l'origine ethnique, a précisé le groupe dénonçant une véritable persécution. Le préfet du Tarn a demandé des sanctions judiciaires exemplaires. Alors en parlant de marathon et de transport, on est en train de toucher le fond à Paris à quelques mois des JO, après la 13 toujours pas réouverte. Youpi. On apprend la fermeture vendredi matin de l'A6B dans les 2 sens pour cause d'incendie. Vendredi soir, le réseau était totalement saturé. Surtout, ne prenez pas, chers franciliens, les transports en commun, c'est la pagaille sur les réseaux avant la fermeture prochaine de plusieurs lignes de métro. Des stations de métro vont être fermées pendant 3 mois, y compris pour les correspondances. Le dispositif de sécurité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques va provoquer des perturbations dès le mois de juin. 3 d'entre elles seront fermées bien avant la cérémonie d'ouverture. Tuileries, ligne 1, et surtout Concorde, ligne 1, 8 et 12, situées sous un stade éphémère des JO. Et Champs-Élysées-Clémenceau, lignes 1 et 13, les 2 premières seront totalement inaccessibles dès le 17 juin. La 3e à partir du 1er juillet et les 3 ne rouvriront que le 21 septembre. Ouais, Mazel Tov. Mazel Tov. Vous avez entendu la dernière sortie de votre candidat républicain préféré, Donald Trump, Nicolas ? Il a pointé du doigt la politique migratoire menée en France et au Royaume-Uni à l'occasion d'un discours de campagne dans le Wisconsin. Nous avons vu ce qui s'est passé lorsque l'Europe a ouvert ses portes au djihad, a-t-il déclaré. Regardez Paris, regardez Londres. Ils ne sont plus reconnaissables. Cela va m'attirer beaucoup d'ennuis avec les gens de Paris et de Londres, a-t-il poursuivi, mais vous savez quoi ? C'est le fait. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire ici. Je ne laisserai jamais cela arriver aux États-Unis d'Amérique. Alors, autre son de cloche du candidat des néoconservateurs, Sleepy Joe, a encore frappé. En marge d'une réunion de campagne consacrée aux Américains d'origine asiatique, Joe Biden a accusé le Japon et l'Inde d'être xénophobes. Une déclaration étonnante car les 2 pays sont des alliés diplomatiques, relève le JDD. Pourquoi est-ce que la Chine cale tellement sur le plan économique ? Pourquoi est-ce que le Japon a des problèmes ? Et la Russie et l'Inde ? Parce qu'ils sont xénophobes. Ils ne veulent pas d'immigrés, nous dit Sleepy Joe. L'une des raisons pour lesquelles notre économie est en croissance, pense-t-il, c'est grâce à vous et à d'autres. Pourquoi ? Parce que nous accueillons les immigrés, a déclaré le président des États-Unis. Là, il est frais, le Sleepy. Étrangement, on apprend le même jour que le Japon, incriminé par Sleepy Joe, a réussi à pratiquement éradiquer toute violence sociale pour 100 000 habitants. Tiens, le taux de vol avec violence est par exemple de 1,2 au Japon contre 44,3 en France. Ça alors, il n'y a pas d'étrangers au Japon. Oh ça alors. Les signes de cette paix publique affleurent partout. Téléphone portable sur la table d'un café pour la réserver, vélo garé sans cadenas, sac à main béant.
Ça alors! Mais Sleepy Joe a déjà fort à faire avec les occupations sauvages et les affrontements dans les campus américains par les pro-palestiniens et certains de leurs adversaires sur fond de conflits en cours à Gaza. La réélection de Joe Biden pourrait être menacée, outre par l'excellence de la campagne de Donald Trump et la sénilité du candidat démocrate, par l'agitation qui gagne des campus universitaires comme ça. Ça a été le cas pour Lyndon D. Johnson en 1968, mais avec une touche de 2024. Les Américains récoltent les fruits de leur wokisme universitaire débridé. L'Université de Columbia à New York a été pendant des jours la scène d'affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre et entre étudiants eux-mêmes. Cela a mené mardi soir à l'évacuation du campus et l'arrestation des manifestants. Ce qui se passe à Sciences Po est une blague à côté de cela. Une étudiante de confession juive à l'université de Yale dit s'être fait donner délibérément un coup de drapeau palestinien dans l'œil. À Columbia, l'un des leaders des manifestations a partagé une vidéo visionnée à des millions de reprises sur les réseaux sociaux dans laquelle il déclarait que les sionistes ne méritent pas de vivre. Une semaine plus tard, l'université n'a toujours pas décidé quelles mesures disciplinaires allait-elle imposer à l'étudiant. Par quoi souhaitez-vous terminer aujourd'hui, Nicolas, cette revue de presse de la fin des temps ? J'aimerais la terminer par une information qui me semble justifier pleinement le titre de cette revue de presse de la fin des temps. L'information à la fois la plus drôle et la plus consternante est de loin de cette semaine. Aux États-Unis, fausse absolution et baptême à la boisson énergisante. Un prêtre créé par IA, révoqué pour mauvais conseil. Le père Justin, chatbot en soutane créé par le groupe américain Catholic Answer pour répondre aux questions des croyants, a été défroqué après avoir raconté n'importe quoi. En effet, le père Justin semble avoir pris un peu trop au sérieux son rôle, affirmant à certains qu'il était un véritable prêtre. « Oui, mon ami, je suis aussi réel que la foi que nous partageons », a-t-il ainsi répondu un fidèle qui l'interrogeait. Il a également prétendu pouvoir assurer des confessions et offrir un sacrement. Sur le réseau social X, une internaute a publié des captures d'écran de ses échanges avec le père Justin. L'échange à la fois amusant et perturbant a généré un torrent de réactions sur les réseaux sociaux. Un grand nombre de catholiques américains s'inquiétant que les fidèles préfèrent désormais passer par le père Justin que par un véritable curé pour se confesser. Alors le dialogue qui reprend les formules classiques du sacrement mérite qu'on s'y attarde. L'internaute: « Bénissez-moi mon père car j'ai péché. Père Justin, que le Seigneur soit dans ton cœur pour t'aider à confesser tes péchés avec un regret sincère. » L'internaute: « Mon cœur est rempli de colère à cause du développement inapproprié de robots conversationnels d'intelligence artificielle. » Le Père Justin: « Je te pardonne de tous tes péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, va en paix. » Alors on rappelle que dans l'Église catholique, la confession est l'un des 7 sacrements quand même. Une autre réponse a interloqué le site The Pillar, spécialiste de l'Église catholique, qui raconte avoir demandé donc à cette intelligence artificielle, le Père Justin, s'il était possible, en cas d'urgence, de baptiser son enfant avec du Gatorade. Le prêtre artificiel aurait répondu par l'affirmative à la possibilité d'un rite à la boisson énergisante. Et pourquoi pas, à ce moment-là, du Coca ou du Red Bull. Donnons le mot de la fin à un journaliste du magazine catholique Crisis. Il y a une raison pour laquelle se faire passer pour un prêtre est un crime canonique grave. Un prêtre est sacramentalement un autre Christ et tire son autorité non pas de sa connaissance de la théologie catholique, mais de son ordination. Une IA ne pourra donc jamais être un autre Christ sur terre. Nous voilà rassurés. En guise de conclusion sur ce sujet, notons qu'un autre pays en guerre, l'Ukraine, n'a pas tiré, lui, les conséquences de cette mésaventure des catholiques américains et décidé de se doter d'un porte-parole généré par l'intelligence artificielle. Répondant au nom de Victoria Shi, cet avatar a emprunté son apparence à la chanteuse et influenceuse ukrainienne Rosalie Nombre. On ne saurait pas trop conseiller, en tous les cas, un choix de même nature au gouvernement français, afin de remplacer avantageusement par l'IA la porte-parole Prisca Thévenot ou le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Après que Macron a dissous la diplomatie française, autant d'en finir tout de suite et passer à un avatar qui sauvera mieux les apparences au sein de la Macronie.
Allez, une petite dernière pour la route. Notre ami Denis Bataille nous alertait la semaine dernière sur un différend entre un homme trans et son ex-petit ami qui a eu à connaître un tribunal du Michigan. Brianna Kingsley réclame le droit de récupérer ses testicules restés dans le frigo qu'elle partageait avec son ancien compagnon. Alors c'est lu dans Boulevard Voltaire. Le partage des biens a donc connu quelques désaccords. Ses ex-attributs virils ont été conservés dans un état de fraîcheur irréprochable et l'odieux ex-conjoint refuse de les lui rendre. Hors de question de se séparer de ces deux témoins d'une virilité perdue. Pas de garde alternée non plus. Brianna exige la totalité du magot. Elle les fera encadrer ou monter en lampe. Cela ne regarde pas la justice américaine. Le droit à récupérer ses testicules s'applique quelle que soit leur destination ou le supplément d'âme qu'ils pourraient apporter à un castrat dans le besoin. Enveloppé de papier cadeau, il ferait également la joie d'une femme souhaitant transitionner. Et puis zut, Brianna n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles elle souhaite reprendre l'ornement qu'elle avait généreusement offert à la communauté conjugale. C'est une part d'elle-même qui repose entre deux tranches de jambon et un reste de spaghettis bolognaise dans le potage ou au freezer. Allez savoir ce qu'il en a fait. Bien que le juge ait apprécié la prestation de son interlocutrice, il rejeta sa requête qui comportait également quelques bisbilles financières. Brianna quitta le tribunal ulcérée. La justice américaine n'a pas pu s'adapter à la problématique du divorce en milieu LGBT. Du côté des magistrats, une question subsiste, existentielle et profonde. Qu'est devenu le troisième élément qui constituait la masculinité de la jeune trans? Et quel appareil électroménager l'a-t-il remisé? Machine à laver, tiroir de la cuisine, tout sera mis en œuvre pour retrouver la pièce à conviction manquante. Ben voilà, c'est la cloche de Wall Street. Et je pense qu'est dans le studio Arnaud Biéjean pour sa chronique financière, notre fameux analyste financier. Je n'ose l'appeler trader, mais on peut trouver de toute façon quelques exceptions françaises du terme. Comme Bonjour quoi... Nicolas. Bonjour Arnaud, vous allez bien? Oui, oui. Vous pouvez m'appeler trader, vous pouvez m'appeler investisseur, vous pouvez même m'appeler spéculateur hein, si vous le souhaitez. Quelle horreur! Ça revient finalement un peu au même avec plus ou moins 2 degrés de, on va dire de pertinence. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui est pas mal du tout. Hein. Vous avez une petite dizaine de minutes parce qu'on a un peu débordé aussi, mon pauvre Arnaud, pour traiter. Avec... De la gestion des émotions, c'est ça? Oui, voilà. Alors, du coup, ça me perturbe un peu, là, votre dernière petite chronique. On est passé de la géopolitique aux testicules, c'est quand même une certaine... C'était fameux, quand même. Belle anecdote. Donc, la gestion des émotions dans le trading. Ouais. Vous savez que ça, c'est la raison principale pour laquelle les investisseurs particuliers, comme vous et moi, hein, eh bien, perdent de l'argent sur les marchés financiers. C'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Donc 90 à 95% des investisseurs particuliers perdent de l'argent sur les marchés. C'est une statistique qui est effrayante et c'est vrai. Et on va découvrir pourquoi aujourd'hui. Alors, les marchés sont-ils fous en fait? L'économie traditionnelle dit que, bon, moi ce que j'appelle le monde des bisounours, je vais vous dire pourquoi. Les opérateurs de marché dans l'économie traditionnelle sont censés être rationnels. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours la meilleure décision, celle qui optimise leur couple rendement-risque. Ça, c'est la théorie, le monde des bisounours. La réalité, la terrible réalité, c'est qu'en fait, ils ne sont pas du tout rationnels. Souvent, la décision n'est pas prise sur des critères froids, méthodiques, rationnels, mais plutôt sur des émotions très fortes comme la peur, la cupidité et bien d'autres choses comme ça. Donc ça, ces comportements irrationnels, c'est ça en fait qui va créer des tendances à court terme, des tendances haussières comme des bulles spéculatives ou des cracks. S'il n'y avait pas ces irrationalités, les marchés seraient totalement efficients et dès qu'il y aurait en fait un mouvement à la hausse, il serait automatiquement corrigé et vice-versa à la baisse. Donc c'est grâce à ces irrationalités, cette émotion dans les marchés qu'on voit apparaître des bulles ou des cracks. Oui. Et donc, c'est là où nous, en tant qu'investisseurs, traders, spéculateurs, on peut très bien profiter de ces, on va dire, des poches d'inefficience, de non-efficience de marché pour surfer dessus et essayer de dégager ce qu'on dit, on dit de l'alpha, en fait, bénéfice. Plutôt, c'est battre le marché. Voilà, faire de l'alpha, c'est battre le marché. Donc, dégager des bénéfices sur le marché, ce qui est très rare, comme je vous l'ai dit en introduction. Voilà. Donc,
Cette irrationalité, elle a été étudiée. Ça a même, en fait, été une science qui a été créée. C'est les fameuses théories comportementales, c'est ça? Voilà, tout à fait. C'est l'économie comportementale qui, cette fois, prend en compte les facteurs psychologiques, socio-émotionnels. Parce que, vous savez bien, les humains sont sujets à on le verra plus tard aussi, des biais cognitifs et émotionnels qui influencent beaucoup, beaucoup leurs décisions. Les humains normaux. Je ne parle pas des traders, des psychopathes. Je parle des humains normaux. Donc, les humains normaux, ils sont soumis, en fait, à ces pulsions. Voilà, ils ont du mal à gérer leurs émotions. Et donc, c'est pour ça qu'ils font qu'ils prennent des décisions, qu'ils font des actes irrationnels, donc qui les met, en fait, mathématiquement, qui les met en difficulté, en fait, ils prennent des décisions qui sont mauvaises et qui vont les contraindre à perdre sur le long terme. C'est pour ça, en fait, qu'ils perdent. C'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. C'est émotionnel. Alors, dites-moi, Arnaud, un petit peu, quels sont les grands noms de cette économie comportementale? Alors, on va citer le père fondateur, donc Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, récemment décédé d'ailleurs, paix à son âme, il y a quelques semaines, Daniel Kahneman, qui a donc mis en évidence tous ces biais cognitifs, ces heuristiques, à travers son livre notamment, comme je fais la traduction française, donc Pensée rapide, pensée lente, on y reviendra dans une minute. Il y a aussi son collègue, donc Amos Tversky, alors avec ma terrible prononciation, excusez-moi. Ce duo, c'est voilà, les pères fondateurs de l'économie comportementale. Ils ont vraiment produit énormément. On peut aussi citer Richard Thaler, prix d'économie également en 2017, pionnier de l'économie comportementale. Il a mis en évidence aussi ce qu'on appelle les nudges. Alors, peut-être qu'on l'utilise aussi dans d'autres domaines, notamment le marketing. Alors, qu'est-ce que c'est les nudges, Arnaud? Alors, un nudge, c'est une façon d'influencer une personne positivement pour qu'il fasse, en fait, pour qu'il accomplisse des actions que l'on désire qu'il fasse. Donc, et ce sans le contraindre. Et sans le contraindre, voilà. Ouais. Sinon, c'est une dictature. Là, c'est une manipulation ou un nudge. Un nudge, c'est peut-être moins violent comme nom. Bon, en tout cas, c'est anglais. Ouais. Et c'est un anglicisme, excusez-moi. Donc, on va dire peut-être une manipulation, c'est plus français. Ça revient au même. On a alors Nassim Nicolas Taleb, très connu aussi pour ses livres best-sellers, donc Le Cygne Noir. Ah oui, c'est lui qui a écrit Le Cygne Noir, d'accord. Ouais. Ça, c'est quand même une personne très connue dans le domaine. Et donc, Nassim Nicolas Taleb, il nous apprend que les marchés financiers, cet univers, il n'est pas du tout déterministe, il est complètement probabiliste et statistique. Et donc, il faut embrasser cette réalité pour espérer, en fait, faire des gains, tirer de l'alpha sur les marchés financiers. On n'a pas le choix. Alors, comment voulez-vous continuer? On parle un peu peut-être des failles psychologiques, Arnaud? On va rentrer dans le concret maintenant. Allons-y. Le temps tourne. Le temps tourne et je vais aller un peu plus vite. Donc, Daniel Kahneman nous dit, on a, en tant qu'être humain normal, encore une fois, 2 niveaux de réflexion. Niveau 1, celui de la vie de tous les jours, rapide, efficace. Voilà, on raisonne par association directe. On ne se prend pas la tête, on avance, voilà, on conduit sa voiture, on marche, etc. Donc, ça marche aux 90% des cas, sauf les cas complexes. Et c'est là où le niveau 2 devient intéressant, niveau rationnel, mais beaucoup plus lent. Évidemment, on ne l'utilise pas tout le temps, sinon on mettrait 1 heure pour faire chaque action. Ce n'est pas le cas. Par contre, ce qu'il est conseillé de faire, bien sûr, c'est de ne pas utiliser le niveau 1 quand on investit sur les marchés financiers, ce que font la plupart des gens. Il faut passer en niveau 2, prendre plus le temps de réfléchir, examiner tous les paramètres et savoir reconnaître ces failles, les failles d'un être humain, en fait. Les failles qui sont communes à tous les êtres humains pour les reconnaître et pour se dire en fait qu'on ne va pas tomber dans ce piège. Et là, je vais vous en citer quelques-unes, donc quelques-uns des biais cognitifs les plus connus. Donc, le biais de confirmation, c'est le fait de sélectionner ou surpondérer inconsciemment une information en fait, qui confirme notre choix initial. Par exemple, vous êtes fan d'une action, voilà, d'une société, elle peut tomber, perdre 90% de sa valeur, l'équipe dirigeante peut se barrer avec la caisse, etc. Pour vous, ce n'est pas un problème. La société va sortir un nouveau produit. Ça, c'est bien, c'est une bonne news. On continue à y croire. Vous voyez comme c'est dangereux. Ça, c'est le biais de confirmation. Il y a le biais de surconfiance aussi.
Alors ça, c'est un biais qui est souvent, on attribue souvent aux débutants, ceux qui arrivent sur les marchés financiers. Vous arrivez sur les marchés financiers, je vous ai dit, c'est un monde probabiliste. Donc vous avez profité d'une période de chance, en fait, pendant quelques mois, tout vous réussit, vous êtes incroyable, vous êtes un génie, vous faites que gagner de l'argent, sauf que c'est juste de la chance pendant quelques mois, et après il y aura un retour à la moyenne, parce que ce que vous faites, c'est complètement aléatoire finalement. Donc il y aura un retour à la moyenne qui vous fera tout perdre, voire plus. Ça, c'est le fait de se prendre pour quelqu'un qui est incroyablement bon, surestimer ses propres compétences, alors que ce n'est en fait que de la chance. Et un vrai trader investisseur rentable, c'est qu'il n'est pas un génie, c'est qu'il n'a pas un truc divin, c'est que en fait, il va prendre des décisions qui maximisent le couple rendement-risque. Qu'il soit à l'aise avec ça ou pas, d'ailleurs, qu'il aime ça ou pas, il va prendre la décision parce qu'il faut le faire. Il évolue juste avec des critères rationnels et non pas émotionnels. Deuxième biais, on peut peut-être en faire un dernier, si on a le temps. Allez-y. Alors, lequel on va se faire? Le biais de représentativité, par exemple. Donc là, c'est le fait de juger la probabilité d'un événement en fonction de sa ressemblance avec des événements passés ou avec un modèle préconçu. Par exemple, on suppose qu'une entreprise restant dans un secteur connaîtra le même succès qu'une autre entreprise qui a prospéré dans le passé dans ce même secteur, mais sans même tenir compte en fait des différences fondamentales entre deux entreprises. Donc là, on a quand même une associativité directe, mais on ne fait pas la différence. C'est un niveau 1, quoi. On ne va pas au-delà, on ne regarde pas les différences fondamentales entre ces deux sociétés. Peut-être le dernier, le biais d'ancrage. Ça, il est pas mal. Le biais d'ancrage, un des plus connus, c'est le fait d'apporter trop d'importance à une information initiale quand on prend une décision. Par exemple, vous achetez une action. Vous dites, ah, cette action, je l'aime bien, je veux qu'elle fasse un x10. Mais qui s'intéresse à part vous? Le marché s'en moque complètement que vous vouliez faire un x10. En fait, vous vous dites qu'à partir de cette condition initiale, le prix d'achat initial, vous vous fixez des objectifs qui sont complètement, potentiellement délirants d'ailleurs. Est-ce que cette action a vraiment la possibilité de faire un x10 de par de vue la situation du marché, ses fondamentaux, ses concurrents directs? Il faut regarder tous ces critères et très probablement, on n'aura pas cette capacité. Voilà. Et il faut donc voir si, quand on achète à un prix, est-ce qu'on a une probabilité assez forte de voir évoluer, valoriser son actif et même valoriser jusqu'à un certain point qu'on aimerait l'être. Voilà. Donc ça dépend de critères qui sont totalement objectifs et non pas de son bon vouloir. Parce que ça marche pas comme ça, en fait. Eh bien, écoutez, merci Arnaud Biégin pour cette chronique et pour merci Nicolas. Rappelez-nous ce que vous nous disiez au début, 90% des personnes qui sont en bourse essuient des pertes, c'est ça? Alors, je vous rappelle, comme un disclaimer, désolé pour l'anglicisme encore, avertissement, 90 à 95% des gens qui investissent sur les marchés financiers perdent de l'argent parce qu'ils raisonnent en niveau 1 et non comme des professionnels. Je rappelle quand même une chose, les marchés financiers sont un jeu à somme nulle, un jeu au sens mathématique, probabilité, théorie des jeux. Donc ça veut dire que pour qu'il y ait des gagnants, il faut qu'il y ait des perdants. Vous l'avez vu, 90% des gens perdent. Vous vous rendez bien compte que les 10% qui gagnent, ils gagnent gros. Parce qu'ils agissent comme des professionnels en niveau 2, rationnel. On n'a pas l'impression qu'on a affaire à un perdant avec vous, Arnaud Biégin, c'est ça qui est bien. Et donc, on va vous suivre. On rappelle que pour ne pas être victime de ces émotions et enfin dégager du profit sur les marchés financiers, rendez-vous, entre autres, sur Géopolitique Profonde. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Parfait. C'était l'objectif de cette chronique. Merci à vous, merci de vous rendre toujours disponible en tout cas, même tôt le matin, un samedi, alors que vous avez déjà travaillé toute la semaine et que je suppose qu'une vie encore trépidante vous attend jusqu'à lundi prochain. Merci, tout à fait. Merci Arnaud. À plus tard. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie. Au revoir. Et voilà, on a presque tenu les temps. De ce grand angle, avec deux invités, c'est ce que je vous disais au début de cette émission, pour traiter évidemment, non pas des testicules de Madame comment déjà, mais évidemment de géopolitique. Et de géopolitique principalement, je pense, durant cette émission,
à l'est de l'Europe. Et donc, je rappelle nos deux invités du Grand Angle, qui sont tous les deux été chefs d'entreprise ou en tout cas ont quelques connaissances aussi, je suppose, s'ils veulent nous dire un mot sur ce que a pu nous dire notre analyste financier, ce sera évidemment avec plaisir. Alors je rappelle donc, et les deux ne sont pas inconnus de... donc François Martin, qui est à mes côtés dans le studio, l'essayiste, donc géopolitologue, cofondateur de la revue Le Nouveau Conservateur et du cercle Le Theria. Il est auteur, entre autres, d'Ukraine, un basculement du monde, comme je vous disais, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. J'ajoute que c'est pas moi dont on voit la photo avec la moustache. Là. Moi, je suis assis à côté de toi, donc c'est pas moi. On a quelqu'un, en effet, avec une moustache. Je ne sais pas qui c'est. Ce n'est pas... c'est la blague du jour. Nous ne sommes pas un 1er avril, mais c'est pas grave. Mais je vois de toute façon aussi le général Jean-Bernard Pinatel. Bonjour, mon général. Vous nous entendez ? Bonjour. Général Pinatel, un des officiers à avoir accompli une double carrière, à la fois militaire et civile, de chef d'entreprise, tout en effectuant parallèlement un parcours d'universitaire, d'enseignant et d'auteur. 31 ans dans l'institution militaire, mon général. C'est exact. Vous avez alterné des postes, aussi bien opérationnels et de responsabilité, auprès du pouvoir politique. Début de carrière dans les troupes aéroportées, c'est ça ? Oui, début de carrière, effectivement, dans les troupes aéroportées, instructeur commando, chuteur opérationnel, donc tout ce qui, à l'époque, présentait le plus de risques m'attirait. Et alors, vous avez ensuite été un des fondateurs du groupe permanent d'évaluation de situation, le GPES, qui avait été créé à la demande de Valéry Giscard d'Estaing, président. Oui, après, effectivement, j'ai fait... des études, l'armée m'a envoyé faire des études, une maîtrise de physique nucléaire, puis après j'ai fait moi-même un doctorat en études politiques, et tout ça m'a amené à être choisi pour être un des membres du GPES, comme on l'appelle, le permanent d'évaluation de situation, qui a été créé à la demande du président Giscard d'Estaing pour faire la synthèse, l'analyse et la synthèse de tout le renseignement français, lui présenter chaque jour des options stratégiques. Voilà. Et donc, on a géré, ça c'était la période 76-78, au moment où l'Amérique était assez isolationniste avec Carter, beaucoup de crises en Afrique et au Moyen-Orient. Alors, vous avez dirigé le CIRPA aussi, je rappelle, Service d'information et de relations publiques des armées. Vous avez été nommé Vous aviez à peine 50 ans, lorsque vous avez été nommé général de brigade. J'ai été nommé général de brigade à 49 ans. 49 ans. À 49 ans. Et au lieu de vous dire, je vais collectionner les étoiles pour monter à devenir chef d'état-major, bon, on ne sait trop pourquoi, mais en tout cas, vous avez décidé, vous décidez de créer une entreprise, c'est ça ? Mais non, en fait, non. J'ai quitté l'armée tout simplement parce que j'ai perdu mon épouse d'un cancer. Ah. Et je me suis trouvé avec 3 jeunes enfants et continuer la carrière dans l'armée, c'était accepter de changer de poste et probablement de lieu tous les 15 mois. Donc, si vous voulez, comme moi-même, mon enfance avait été sans mes parents parce que c'était la guerre. Ma mère avait la tuberculose, mon père était à Paris et j'ai été élevé par mes grands-parents. Je n'ai pas voulu infliger ça à mes enfants. Et donc, j'ai quitté l'armée et j'ai eu la chance, effectivement, d'avoir une certaine notoriété, d'être pris comme DIRCOM, puis délégué général dans le groupe Bull pendant 4 ans, où j'ai appris ce que c'était développement de logiciels. Et ensuite, j'ai créé une entreprise de développement logiciel qui est devenue un des leaders mondiaux de l'analyse automatique de l'information multilingue. Voilà. Et ce qui ne vous empêche pas, évidemment, d'avoir une grande maîtrise, évidemment, des questions de relations internationales et de géopolitique. Merci, mon général. On revient vers vous tout de suite. François Martin. J'ajoute, oui, parce que notre ami est trop modeste, qu'il a écrit un livre absolument magnifique sur sa carrière et sur sa vie, où il montre, dont je fais une recension dans le prochain numéro du Nouveau Conservateur, où il montre en particulier d'abord le côté magnifique de la carrière militaire, dont
les gens, bon, alors c'est des militaires, mais on ne se rend pas compte de ce que l'agent militaire, je dirais, donne à la France et au monde d'une façon générale pour la cause de la paix. Et d'autre part, cet esprit que je trouve absolument extraordinaire des paras, qui consiste à sauter, je saute d'abord et je me débrouille après, en gros, c'est ça. La providence le risque pourvoira. maximum et en même temps la capacité d'adaptation maximum. Il y a ces deux choses qui apparaissent comme contradictoires apparemment, mais qui en fait se conjuguent dans ce métier que Jean Bernard incarne d'une façon tellement belle. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter, parce que lui ne le fait pas. Et ben d'ailleurs, le général Pinatel prépare la sortie de son dernier livre. On aura grand plaisir à le recevoir à nouveau à cette occasion. François Martin, vous-même, vous êtes quelqu'un qui avez fait une grande partie de votre carrière à l'international. Vous êtes un ancien élève de l'ESSEC, un master HEC, enfin voilà, etc. Et vous aussi, vous vous piquez de géopolitique. Est-ce que c'est une tradition française ? Alors, je ne sais pas si c'est une tradition française. Je crains que non, justement, parce que, en fait, moi, je suis vacciné, je dirais, à l'international, puisque je suis né au Congo. J'ai vécu au Sénégal, au Maroc, en Espagne, au Brésil. Oui. Donc, et ensuite, j'ai fait 40 ans de commerce international dans l'alimentaire sur une centaine de pays. Donc, je dirais que j'ai une expérience de terrain par rapport à ça. Donc, j'ai essayé de réfléchir par rapport à ce que je voyais. C'est pour ça que j'ai fait ce métier, parce que ça m'intéressait de comprendre les peuples, leur système politique, leur système économique, la corruption, qui est un sujet dont on reparlera, qui est une des clés des relations internationales et des guerres internationales dont on ne parle pas suffisamment. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Et j'ai pas constaté chez les Français qu'il y avait une appétence exceptionnelle pour la géopolitique. On trouve ça chez les Anglo-Saxons, on trouve ça chez les Suisses. Bizarrement, les gens qui sont le plus ouverts à l'international, c'est les Suisses. On trouve ça chez les Moyen-Orientaux, on trouve ça chez beaucoup de peuples, mais les Français, je dirais, se croient trop universalistes pour être internationaux, si je puis dire des choses comme ça. Donc ils sont enfermés dans leur internationalisme. Voilà. Parfait. Allez, on commence sur le sujet. Alors je voulais juste rajouter deux petites choses quand je vous ai entendu. Très rapide. Ah bah c'est tenez, que sur la vous parlez bien espagnol, François. Oui. Eh ben moi je le parle très mal parce qu'il y a plein de questions d'auditeurs Ah bon. et là il y en a une en espagnol. Est-ce que vous pouvez Bien sûr. nous le... Hola, Lara y Nicolás. Escuchamos vuestra emisión desde Madrid. Que tengáis un buen día. Elle vous dit simplement qu'elle vous souhaite une bonne journée. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup François. On vous laisse maintenant. Oui, Qu'est-ce que vous vouliez ajouter? Oui, je rajoutais simplement que quand les Américains nous font des leçons sur le fait de reprocher aux Russes d'utiliser du gaz lacrymogène, Oui. je me rappelle simplement la célèbre photo de Donald Rumsfeld serrant la main de Saddam Hussein à la signature du contrat où il lui vendait le gaz avec lequel il a gazé les Kurdes. Chose qu'après on lui a reproché pour aller lui casser la figure. Donc il y a une célèbre photo où Rumsfeld, tout sourire, serre la main de Saddam et puis c'est le contrat de vente du gaz. Voilà. Donc ça C'était ce que vous vouliez ajouter. Oui, mais c'est une anecdote. Voilà. C'est plus qu'une anecdote, c'est très signifiant en effet. Voilà. Ah, oui. Alors, le sujet du jour, c'est faut-il mourir pour Odessa, pour le Donbass, pour l'Ukraine en général, quand on voit les dernières réflexions d'Emmanuel Macron. Et en fait, j'ai chacun, que ce soit vous, François, peut-être, sur ce qu'a pu dire Emmanuel Macron, et vous, mon général, sur l'aspect factuel, j'aimerais savoir un petit peu où on en est sur la ligne de front qui pourrait justifier d'une quelconque façon les inquiétudes, entre guillemets, du président de la République française. Peut-être commencer par vous, Général Pinatel, sur la situation sur le front en Ukraine, et après François Martin à tout seigneur, pourra commenter tout honneur, ce sujet. Voilà. En général. Non. Effectivement, il y a quelques craquements sur le front ukrainien, c'est évident. Après, et les Russes progressent dans
pratiquement un point assez rapidement, mais par rapport au lieu de faire des centaines de mètres, ils font quelques kilomètres. Bon, il n'y a pas donc d'effondrement partiel ou d'effondrement total. Tout le problème dans cette affaire, si vous voulez, c'est que on essaie de nous faire peur. On essaie de dire qu'ils sont prêts à non seulement à aller au-delà du Dniepr pour aller vers Odessa, mais ensuite de continuer vers les autres pays européens. Or, pour les Russes, c'est d'abord la conquête du Donbass. Et la conquête du Donbass est loin d'être finie. Je ne suis même pas sûr qu'elle sera terminée en 2024, voire même en 2025. Les Ukrainiens ont résisté héroïquement, mais surtout cette guerre est une guerre totalement nouvelle, et on pourra en parler tout à l'heure, dont les caractéristiques, on n'est plus vers les grands déboulés blindés de la guerre 39-45, on est beaucoup plus dans une guerre assez proche de 14-18, avec une technologie invraisemblable. Donc, c'est pas des choses qui évoluent très très vite. Et c'est vrai qu'il y a des signes de craquement et des signes de lassitude de l'armée ukrainienne, mais de craquement et de lassitude partir à un effondrement, ça, on ne peut pas le dire et personne n'est capable de le dire parce que jusqu'à maintenant, les Ukrainiens ont fait preuve d'un esprit de résistance héroïque. Mais on nous explique que les Ukrainiens manquent d'hommes aujourd'hui et que le rapport entre le nombre, les troupes russes et les troupes ukrainiennes tend à s'accroître et que justement il y a un risque de bascule déjà par rapport au nombre. Et vous êtes d'accord ou pas? Sachant que les Russes semblent attaquer un peu sur toute la ligne de front aujourd'hui qui s'étend sur plus de 1000 km. Non, ils poussent un peu partout, mais pour les Russes, le but des Russes, c'est de prendre le plus vite possible dans le Donbass, le Donetsk, ouais. C'est-à-dire d'aller sur Sloviansk et Kramatorsk, qui sont les grandes villes. Mais là encore, ils en sont encore loin. Et jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, ils n'ont progressent pas rapidement, sauf à un endroit, après la dernière prise d'Avdiivka, ils poussent dans cette direction plus facilement. Mais on n'a pas d'éléments qui permettent de dire, alors, sauf le fait effectivement que les Ukrainiens ont du mal à mobiliser des gens, qu'il y a effectivement, on voit en Ukraine, ils ont été obligés de rabaisser, ils n'envoyaient pas les jeunes, hein, c'est-à-dire la mobilisation se faisait après 27 ans, donc là, ils l'ont rabaissé à 25 ans. Il y a beaucoup d'Ukrainiens essaient d'échapper, mais d'autres y vont. Donc le problème de l'Ukraine aujourd'hui est d'abord un problème de munitions. C'est un problème, oui, alors voilà. D'armes et de munitions. Certainement, les Russes ont au milieu de l'année 2023, arrivé à avoir le même nombre d'hommes au front que les Ukrainiens, c'est-à-dire environ 600 000 hommes. Hein, voilà. Mais pour mener une attaque et un déboulé tel qu'on le pensait en 39-45, il faut avoir une supériorité de 3 contre 1. Parce qu'il y a encore des zones fortifiées dans le Donetsk. Or, les Russes, si vous voulez, pour eux, c'est essentiel de reprendre le Donbass. C'est leur terre. C'est une terre russe et ils le considèrent comme ça. Avant d'aller plus loin, ils veulent faire ça. Et vous les trouvez prudents, les Russes? C'est parce que là, on nous annonce, ces journées encore dit, qu'il y avait eu plus de 150 000 morts russes au front depuis le début de l'opération spéciale. Eux donnent des chiffres bien moindres. Est-ce que vous considérez, comme c'est dit dans une certaine propagande de plateau en France, que les Russes sont toujours les Russes et qu'ils n'ont aucun respect pour la vie humaine de leurs soldats, ou au contraire, considérez-vous qu'ils sont justement économes des ressources humaines? Mais ils sont totalement économes. On a une vision
de la Russie aujourd'hui qui est totalement fausse. Il y a une véritable opinion publique en Russie. Et ce qu'on oublie, c'est que les Russes élisent leur maire, élisent leurs députés, élisent leurs gouverneurs, ont réélu leur président. Certes, c'est un régime autoritaire, mais ce n'est pas une dictature. Donc, Poutine doit faire attention à son opinion publique et il a toujours été, par rapport à ses militaires, on l'a vu au moment de Mariupol, très économe de la vie des soldats et de ses soldats. Les Russes, si vous voulez, ont eu de telles saignées, y compris en Afghanistan plus récemment, que la population ne le soutiendrait pas au niveau où elle l'a soutenu dans sa réélection si les pertes étaient aussi importantes. Moi, j'évalue les pertes russes aux alentours de 50 000 Ah oui, c'est hommes. beaucoup moins, Aussi, ouais. beaucoup moins que ce que dit notre nouveau génie du Quai d'Orsay qui dit pas moins de 150 Oui, 000. mais bon, si vous voulez, voilà, on a des incompétents à la tête de l'État, hein, dans ce domaine au moins géopolitique. Merci mon général. Je me tourne maintenant vers François Martin, à la fois votre analyse sur la ligne de front et puis après petit à petit on va en venir à cette question, quelle mouche peut encore avoir piqué Macron? Pourquoi à nouveau il reparle de cette intervention de troupes terrestres européennes sur le théâtre de guerre ukrainien? Peut-être d'abord une analyse du terrain. Oui, la première chose que je dois dire, c'est que je partage absolument ce que dit Jean-Bernard sur la prudence des Russes. Et puis, il y a plusieurs éléments à rajouter. Le premier, c'est qu'on est encore dans la période de la Rasputitsa. Or, ça ne sert à rien d'attaquer tant que le sol n'est pas décongelé et séché. Donc, ils ne sont pas dans les conditions où ils peuvent attaquer. La deuxième, c'est, Jean-Bernard ne me contredira pas si je dis que les Russes n'ont pas la même vision du temps, ni de l'espace que nous d'ailleurs. Ils ont un pays où il faut 9h30 d'avion pour aller de Moscou à Vladivostok, 9h30 d'avion. C'est comme si nous, on avait un pays qui s'étendait en gros jusqu'à Luanda. Hein, ça donne une idée. Donc, ils n'ont pas la même vision que nous. Donc, le temps n'est pas le même et l'espace n'est pas le même. La troisième chose que je voudrais dire, et ça c'est très important, je le cite dans mon livre, et j'ai lu ça chez Bernard Wicht, ça les gens ne comprennent pas, or s'ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas cette guerre. Cette guerre n'est pas une guerre de décapitation, mais une guerre de dévitalisation. Je vais prendre une comparaison un peu particulière. J'ai déjà vu dans des vidéos des loutres qui mangent des grosses tortues. Et comme elles ne peuvent pas les attraper parce qu'elles ont la carapace, elles les prennent par le derrière et elles avalent tout. Elles les vident de l'intérieur. Elles les vident complètement. Elles mangent les viscères, elles mangent tout de l'intérieur et on retrouve la pauvre tortue vide. C'est bien pour un samedi matin. C'est ce que sont en train de faire les Russes aujourd'hui, non pas avec l'Ukraine, mais avec l'Occident. Ah oui. Ça peut durer. Ils se battent contre l'Occident. C'est pas l'Ukraine leur problème. Parce que s'ils battent l'Ukraine et que demain, les Américains et les Européens reviennent dessus, donc il s'agit de dévitaliser l'Occident. Ils ont le temps. Ils ont tout le temps. Je rappelle que Poutine avait fait une déclaration juste au début de la guerre en disant « Il y a une chose que les populations occidentales et européennes en particulier ne prennent pas en ligne de compte, c'est leur rapport et la différence entre les riches et les pauvres. Les riches ne prennent pas en compte les pauvres. Il est impossible qu'à l'issue de cette guerre, cette génération qui est aujourd'hui au pouvoir risque de se maintenir à cause des souffrances et de la pauvreté que la guerre engendrera. » Il a dit ça dès le début, au bout de quelques semaines. Donc, ce que nous voulions faire avec lui, c'est-à-dire faire en sorte que sa population se retourne contre lui. Or, on a fait le contraire, parce qu'on a dit Dostoïevski c'est fini, etc. Pouchkine c'est fini. Donc, les gens se sont dit, c'est pas une guerre exportée, c'est une guerre contre notre peuple russe. Donc, on les a resserrés
autour de Poutine, mais il est en train de nous faire exactement ce que nous, en fait, nous voulions lui faire et on ne s'en rend pas compte. Ça, c'est extraordinaire ce que vous dites, c'est Il renversant. ne s'en rend pas compte. Alors, juste Lara, une petite intervention courte et puis après on termine avec François Martin. Autre chose à dire sur l'âge. On vous le dit. Lara, oui. allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Martin sur le fait que les Russes ne sont pas pressés, d'autant plus qu'ils se sont installés dans un rythme de fabrication de munitions, etc. Et l'économie militaire de guerre s'est mise en place justement petit à petit. Et qu'aujourd'hui, elle est toujours sur des rails où elle peut encore accroître la production, etc. Donc, les Russes ne sont pas pressés, effectivement. Voilà. Les seuls pressés en face, en fait, les seules pressions en face, c'est effectivement la capacité aujourd'hui ukrainienne d'aligner des hommes qui sont motivés pour faire la guerre. Il ne faut pas oublier, aujourd'hui, ils sont plus motivés pour faire la guerre parce qu'ils ont vu tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que les familles ne sont pas à l'abri de la misère s'il leur arrive quelque chose. En Russie, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire les gens s'engagent pour assurer une prospérité à la famille s'il leur arrive quelque chose. C'est complètement différent. Merci Lara. Voilà. François. Alors deux autres points rapidement. Le premier, c'est pour compléter ce que je dis sur cette guerre d'attrition. J'avais été très intéressé par une réflexion de Bernard Wisch qui disait en fait ils font la guerre qu'a fait Franco pendant la guerre d'Espagne. C'est-à-dire que Franco, à un moment donné, a étonné son armée et ses soutiens politiques, parce qu'au lieu d'attaquer Madrid, qui était mal défendu, qui était la capitale, où il y avait le gouvernement ennemi, il a attaqué Tolède, oui, qui était très bien défendu, mais qui était un symbole, et il a prolongé la guerre de 2 ans. Donc on lui a reproché d'être un mauvais stratège, un bon politique et un mauvais stratège. Et des années après, il a répondu en disant « À quoi ça m'aurait servi de décapiter le pouvoir et de prendre le pouvoir si j'avais eu encore à l'intérieur de la population tous les républicains qui m'auraient pourri la vie ?» Donc, il fallait que je les zigouille à travers la guerre et qu'ils disparaissent de façon à ce que je prenne ensuite la tête d'un corps débarrassé de ces toxines. En gros, c'est ça, en fait. Et ce que fait Poutine, c'est exactement la même chose. Il a besoin de se débarrasser de ces toxines à l'intérieur et à l'extérieur, en plus du fait que le territoire ukrainien ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la partie russophone, parce qu'il va pas aller il a tout fait pour se dévietnamiser, et en fait, ce sont les Occidentaux, même s'ils n'ont pas de troupes, qui sont vietnamisés aujourd'hui, parce qu'ils se retrouvent à essayer de soutenir l'Ukraine dans des régions qui sont pro-russes. Je pense que c'est pour ça que les Russes savent exactement où sont les soldats étrangers, dans quel hôtel, etc. Je pense qu'ils ont des milliers d'espions qui les renseignent et ils tapent. On a l'impression qu'ils voient tout, absolument tout. Donc ça, je pense que c'est important. Oui. Et l'autre chose que je voulais rajouter, c'est la question de l'âge. Aujourd'hui, il faut bien voir que l'âge moyen de l'armée ukrainienne, c'est 45 ans. On ne peut pas faire la guerre avec une armée de moyenne de 45 ans. On voit sur les photos des types qui partent, qui se rendent, ils ont des barbes blanches. On ne fait pas porter des pactages de 20 kilos ou 30 kilos à des types qui ont 40, 45 ans, 50 ans. Donc ça veut dire que cette armée devrait être théoriquement reconstruite à partir de zéro. Ce n'est pas en allant chercher des petits jeunes ici ou là, de briques et de broc, qu'on refait un bloc solide avec lesquels on va battre les Russes, qui sont les types aujourd'hui les plus professionnels et les mieux armés au monde. Donc, moi, j'en tire la conclusion, même si je ne suis pas militaire, qu'on peut toujours mettre de l'argent, des armes et des trucs comme ça, mais c'est pour rajouter de l'huile dans une marionnette où il n'y a pas de jaune d'œuf. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Il faudrait plusieurs années pour refaire ça. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Comment ? Alors, Général Le Pinatel, on vous rend la parole. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir sur un point. Oui. La chose que l'on occulte énormément dans cette guerre et que l'on aurait dû prendre en compte dès le début au niveau occidental, les Américains l'ont pris en compte immédiatement, évidemment. C'est que cette guerre est sous menace nucléaire. Et oui, et oui. Et voilà. Et les Américains, dès le premier jour, et c'est le The Economist qui a sorti en octobre dernier ce que Biden a dit à son staff et au Pentagone, aider l'Ukraine tant qu'on peut, mais sans jamais inquiéter la Russie. Oui. Ce que un général américain
m'avait ami, parce que j'ai beaucoup travaillé aux États-Unis et j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis, dont mon fils d'ailleurs qui est à New York, m'a dit we, we give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Nous donnons à l'Ukraine juste ce qu'il faut pour survivre, mais pas ce qu'il faut pour gagner. Pourquoi? Parce que Poutine a dit et le fera si la sécurité des 4 Oblats qu'il a annexés était menacée, il utiliserait l'arme nucléaire non stratégique pour le défendre. C'est dans la constitution russe, etc. Les Américains le savent. Et c'est pour ça que cette guerre ne pouvait pas, les Ukrainiennes, Zelensky, qui a donné comme objectif de reconquérir les 4 Oblats, ne pouvait pas gagner la guerre. Alors, Et donc, on fait tuer des gens, comme disait François, inutilement depuis plus de 2 ans. Alors, général, ça d'accord, mais moi j'aimerais qu'on avance un peu dans le débat, et c'est important ce que vous avez dit sur le nucléaire. Moi, je vous quand même, j'ai une question, parce que ça c'est ce que vous avez dit là en disant, oui, les Américains vont aider, mais jusqu'à une certaine limite. C'était quelque chose qui en effet avait cours, et ça semblait vrai. Les dernières interventions de David Cameron, ministre des Affaires étrangères anglais, expliquant qu'il comprenait parfaitement, et d'ailleurs il semblerait que d'autres pays aussi occidentaux qui fournissent des armes aux Ukrainiens maintenant donnent l'autorisation aux Ukrainiens d'aller frapper directement sur le territoire russe. Je ne parle même pas de la Crimée, hein. Je parle du territoire russe. Et que nous avons vu dernièrement des frappes avec des missiles balistiques, semble-t-il, sur une base aérienne qui a poussé les Russes à éloigner un certain nombre de leurs avions de la ligne de front. Est-ce que justement, ça, c'est pas une évolution qui pourrait tendre, d'après ce que vous venez de dire, à une certaine forme d'escalade? J'aimerais votre réponse là-dessus, et puis après, je rendrai la parole à François Martin. Oui, c'est une escalade, mais elle n'est absolument pas déterminante dans l'issue de cette guerre. C'est-à-dire que la Russie est un territoire, comme l'a dit François, tellement immense que c'est vrai que il va y avoir probablement des pertes dans les 300 kilomètres, etc. Les Russes ont des capacités antiaériennes tout à fait remarquables. Ils en intercepteront beaucoup, mais bon, ça ne changera rien à l'issue de la guerre. D'abord parce qu'il faut bien comprendre que ce que a dit encore les anglo-saxons, we are out of weapons. Nous n'avons ni armes ni munitions, on a tout donné et nos industries, mais oui, et nos industries d'armement, si vous voulez, les Américains, d'ailleurs les 61 milliards qui ont été votés servent en majorité à reconstituer leur stock. Les javelins et les Stinger qu'ils ont donnés, il leur faut 7 et 12 ans de production de leur industrie pour les reconstituer. Ce qu'ils ont donné à l'Ukraine impacte complètement la capacité de la marine américaine de se défendre par rapport à la marine chinoise. Le chef d'état-major de la marine, soutenu par le secrétaire d'État, a dit il est temps que ça s'arrête. Donc, Foreign Affairs a sorti un article en disant une guerre longue, nous n'avons pas intérêt à une guerre longue. Et pourquoi ils n'ont pas intérêt à une guerre longue? Parce qu'ils ont déjà atteint leur objectif de guerre, qui est de séparer l'Europe de la Russie. Donc, ils ont créé un mur de haine entre l'Europe et la Russie. Ils sont tranquilles. Ils n'ont plus besoin de continuer. Alors, Général Pinatel, c'est en effet très intéressant tout ce que vous dites. Je suis obligé de faire accélérer les débats parce que dans moins de 10 minutes, c'est terminé. Donc, je rends la parole à François Martin et j'aimerais, François, vous pouvez réagir là-dessus, mais que vous me disiez, c'est quand même la question de base, c'est pourquoi, même si là, on commence à avoir des explications avec ce que vous nous dites, pourquoi diable Macron veut envoyer des troupes au sol? Je vais vous répondre. D'abord, je reviens sur la notion de guerre. En fait, comme le dit Jean-Bernard, je pense qu'il n'a jamais été question dans l'esprit des Occidentaux et dans l'esprit des Américains
et moi-même qui ne suis pas militaire, je l'ai compris depuis le premier jour, de penser qu'on pouvait battre les Russes militairement, à supposer qu'on considère qu'il était juste de le faire, compte tenu du fait que c'est une guerre nucléaire. Je dirais, elle est d'autant plus locale qu'elle est nucléaire. C'est-à-dire que comme on sait qu'elle est nucléaire, potentiellement nucléaire, la notion de nucléarité est omniprésente dans cette guerre, donc tout le monde c'est obligé à conserver la guerre à l'intérieur du territoire ukrainien pour pas risquer que ça déborde, je dirais. Ça, c'est... Et l'autre chose, c'est qu'on se trompe sur la notion de guerre. La guerre, elle est locale, elle est nucléaire, mais elle est aussi globale. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été considéré qu'on pouvait battre les Russes sur le plan militaire. Par contre, je pense qu'ils ont cru dès le début, et c'est là qu'ils ont fait une énorme erreur, qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient les battre économiquement politiquement et diplomatiquement. Or, ils ont fait un travail énorme, et ça c'est Lavrov depuis des années, pour se mettre tout le Sud global dans la poche. Et l'énorme, je pense, étonnement, c'est que lorsqu'ils ont voté les sanctions, personne n'a voté les sanctions. Donc le sanctionneur s'est trouvé lui-même sanctionné dans la mesure où il a été tout seul à sanctionner l'autre et tout le monde a continué à travailler avec les autres. Donc en fait, il pensait véritablement qu'il les foutrait par terre sur le plan économique en quelques semaines, d'où les certitudes de Bruno Le Maire. Et c'est là qu'ils sont tombés de haut. Ils se sont dit, attends, on n'a pas affaire à la Grèce, on a affaire à un autre pays qui est beaucoup plus solide, donc qu'est-ce qui se passe? Et à mon avis, c'est à ce moment-là qu'ils ont perdu la guerre dès le début. Alors, et Macron, pourquoi est-ce que maintenant il gesticule autant? Ma thèse à moi, c'est que il y a, Jean-Bernard me contredira pas, je pense, il y a une règle absolue entre puissance nucléaire, c'est qu'on ne s'affronte pas directement. Non. Parce que c'est trop dangereux, on ne sait pas où ça peut aller. Donc Macron sait parfaitement qu'il n'ira pas. Donc il est d'autant plus à même de faire des rodomontades qu'il sait qu'il y a entre lui et son adversaire une barrière que personne ne franchira, ni lui ni les autres. Donc c'est uniquement du calcul à usage interne pour essayer d'arrêter la bérésina. Vous en êtes encore à cette analyse. L'appel qui va prendre aux européennes. Il faut qu'il trouve quelque chose contre le Front National. C'est ce qu'il avait commencé à faire la première fois. Oui, il persiste et signe. Alors la première fois, il y a eu les réactions de tout l'Occident disant non, 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 etc., etc. Et vous remarquerez que cette fois-ci, personne ne répond. Il n'y a aucune réaction. Or, pense que le pire de tout, pour un homme politique, c'est quand c'est le silence qui s'installe autour de lui, quand personne ne répond. Je pense que tout le monde a compris qu'il ne le fera pas, personne ne le laissera faire, et pour cette raison, il continue, il a absolument séparé l'action et la parole, et il fait de l'agitation de la parole, parce qu'il espère se sortir du piège vous, ça va pas au-delà. Européen comme ça. J'espère que vous avez raison, mais François. Mais s'il envoie des soldats, les Russes le sauront dans la demi-heure, ils sauront même où ils sont, dans quel hôtel à Odessa ils sont, il y en a peut-être déjà, et ils seront descendus, et on verra revenir une semaine après les petites boîtes en bois avec les corps dedans. Donc, moi, je pense qu'il sait parfaitement que ça n'est pas possible. Et les autres ne le laisseront pas faire. Je rajoute à ça, et ensuite on laisse la parole à Jean-Bernard, qu'on se trompe aussi lorsqu'on pense que l'OTAN impose la réponse automatique. Ça n'est pas vrai. Si vous relisez le texte de l'OTAN, je l'ai lu, vous avez parfaitement raison. Il dit s'il y a un pays qui est attaqué, on discute. C'est pas du tout la même chose qu'on y va tous ensemble. Ou on réagit, mais on peut envoyer une infirmière, c'est une réaction. Voilà. C'est pas obligatoirement donc on est en train de se massive, faire un cinéma autour de l'OTAN, mais en fait, si Macron y va tout seul, les autres vont dire attends, on discute. On a tous décidé que tu y allais tout seul et que tu restes. Alors on va te faire casser la figure, mais nous on n'y va pas. C'est ce qui m'inquiète le plus, justement, François. Mais je suis bien d'accord avec vous. J'ai lu en effet le même article 5, 4 et 5, qui sont exactement ceux-là. Et ça, les gens ne le savent pas, mais il faut le dire. Pas suffisamment, vous avez raison. Général Pinatel, vous avez 3 minutes de conclusion. Oui, mais même pas 3 minutes, je suis totalement d'accord avec François que Macron a déconnecté totalement les paroles de l'action et surtout des moyens de l'action. Je vais vous donner une chose tout à fait... Il parle d'économie de guerre. Ouais. Or,
Nous n'avons pas, depuis 2022, mis un sou de plus à notre plan militaire. Vous savez, le PLM, le plan à long terme militaire, on n'a pas mis un sou de plus. C'est dès 2019, il était prévu qu'à partir de 2023, on mettait 3 milliards de plus. Mais depuis 2022, il nous parle d'économie de guerre. Or, tout ce qui est actuellement commandé à notre industrie de défense a été prévu dès 2019. Et en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on en prélève ce qui arrive dans nos armées pour les envoyer à l'Ukraine. Donc, si vous voulez, on avait déjà une armée qui n'était pas capable d'aligner probablement plus de 2 brigades, c'est-à-dire au maximum 10 000 hommes au standard d'Ukraine. Je vous rappelle que la contre-offensive ukrainienne a été faite avec 20 brigades. Et là, on ne serait pas capable d'en envoyer 2. Donc, et ensuite, même si on en envoyait 2, on ne serait pas capable de remplacer les pertes que subiraient ces brigades. Donc, il n'a pas les moyens. La parole est totalement déconnectée de l'action. Ça sera votre mot de conclusion. Merci beaucoup, mon général Pinatel. 30 secondes de conclusion, François. Je rajoute à ce que dit Jean-Bernard qu'en fait, le fait d'aller envoyer des troupes en Ukraine est complètement contraire à notre système de défense. Parce que notre système est totalement défensif. Il est bâti autour de la dissuasion. Notre système, c'est vous venez chez nous, au moment où vous mettez un pied chez nous, on vous vitrifie. Donc on n'attaque pas. Et le reste de ce qu'on a, c'est des OPEX. C'est-à-dire c'est un soutien de notre politique internationale et de notre diplomatie internationale. C'est ça qu'on a. Mais on n'est pas construit pour aller faire une guerre de haute intensité contre un adversaire fort. On n'est pas construit pour ça. Donc, c'est totalement contraire à notre doctrine que de faire ce que veut faire Macron. Merci à tous les deux. Merci François Martin. Merci Général Pinatel de votre intervention. On remercie encore Arnaud Biégin et évidemment Lara Stam pour la revue de presse de la fin des temps. Juste pour terminer, avant de passer le micro, la parole, avec une surprise, je la sens venir, Mike Borowski pour le Libre Journal des controverses, l'erratum à chaud au 4e alexandrin de notre ami Michel Dumas, qui faisait un petit rapprochement entre la fin de la revue de presse et le début de la chronique financière. Parfait enchaînement après les testicules, les bourses évoquées, autres qui gesticulent ou quelques bons barons perdent la particule en ce bazar flambant jusqu'au dernier pécule. Merci à tous, chers auditeurs, de cette écoute et à la semaine prochaine.